Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast de l'Alpha de la Finance. Dans ce podcast, nous allons discuter du savoir et du savoir-être. Pour ce faire, nous recevons un invité très spécial, Michel Villa. Salut Thomas. Salut Michel. Michel vient avec nous en collaboration avec Desjardins Courtage en ligne. Michel, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu, pour commencer, peut-être de ton parcours? Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Je suis formateur boursier. OK. Et mon mandat, c'est d'aider les gens à prendre de bonnes décisions d'investissement grâce à la gestion des émotions et à l'étude du comportement humain à la bourse, ce qu'on appelle la finance comportementale. OK. Puis, Michel, comment tu t'es rendu là, dans le fond? Est-ce que tu as un parcours académique, comme je peux dire, classique ou tu as un parcours un peu différent de la norme? J'ai commencé en faisant un bac en administration des affaires, option finance à l'Université Laval, et par la suite, j'allais faire mon MBA en management. OK. Et là, après ça, je suis parti à la quête des agréments professionnels reconnus en finance, comme le CPA-CGA, le CFA, le CAIA, le CMT pour l'analyse technique et le FRM pour la gestion du risque, parce que j'avais à l'époque l'état d'esprit que ça prenait le plus de savoir possible pour me démarquer, pour trouver une job en finance et connaître du succès. Et là, je me suis complètement enfargé. J'ai réalisé que ce que ça me prenait, oui, le savoir, mais le plus important, le savoir-être, c'est-à-dire la gestion de soi, parce que je suis devenu un trader. Et l'objectif, c'était d'acheter et vendre des actions, soit pour mon compte à moi ou pour le compte d'une institution financière. Puis ça a vraiment mal été. Comment ça? Parce que j'avais un gros ego, justement à cause de mon savoir, et je n'étais pas capable d'avoir une gestion de risque adéquate. Je n'étais pas capable de comprendre que le marché boursier me disait un message, puis je faisais d'autres choses. Bref, je voulais toujours avoir raison. Puis à cause de ça, bien, ça a conduit à ma perte et je me suis fait remercier quand j'étais trader pour la Banque Laurentienne. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que le savoir, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ça prend aussi le savoir-être. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien, j'essaie de donner des conseils pour aider aux gens à faire le moins d'erreurs possible quand il y a trait là, aux erreurs de jugement, à la prise de décision. Puis, est-ce que c'est vraiment à cause que tu t'es fait remercier par la Banque Laurentienne que tu t'es rendu compte de ça ou il y a eu un espèce de cheminement qui a mené à cette réflexion-là? Bien, c'est toujours quand tu frappes le creux ou le fond du baril que tu apprends. Mhm. Tu dis à quelqu'un, fais pas ci, fais pas ça, ou tu ne vas pas sur la bonne track. Mais tant aussi longtemps que tu ne le vis pas, c'est vraiment difficile. Puis il n'y a rien de mieux qu'un bon congédiement, d'être chez toi pendant 1 an, de te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je méritais le succès, j'avais tous les diplômes possibles, j'avais eu l'expérience avant à Hydro-Québec, au CN comme trader. Pourquoi que je suis arrivé avec la Banque Laurentienne et je n'ai pas eu de succès? Bien là, c'est comme en bon anglais, un wake-up call. Et là, tu te regardes dans le miroir, puis au lieu de blâmer tout le monde, de blâmer le marché boursier, tu te regardes, bien, peut-être que la faute, c'est toi. Ouais. Puis ça joue entre les deux oreilles. C'est une question d'état d'esprit. C'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse du travail sur moi. Puis, comment tu t'es ramassé chez Desjardins Courtage en ligne? Bien, c'est que moi, j'avais commencé chez Desjardins Courtage en ligne en 2000. OK. Comme arbitragiste là-bas. Donc, dans le fond, ce que je faisais, c'est que je plaçais des transactions pour les gens qui appelaient au téléphone. Donc, je suis rentré en pleine bulle technologique en 2000. Ouais. Puis l'objectif, c'était de placer des transactions, mais aussi faire du service à clientèle. Puis là, j'ai eu une piqûre pour le travail là, de négociateur à la bourse. Et là, on a gardé contact au fil du temps parce que j'avais des amis qui travaillaient là encore. Et quand j'étais formateur boursier, j'ai commencé en 2015. Un de mes premiers clients, c'était la Bourse de Montréal. Et là, on avait là, des webinaires à faire avec Desjardins Courtage en ligne. Donc, j'ai fait quelques présentations et j'ai repris contact avec les gens de Desjardins Courtage en ligne. Et là, je leur ai proposé une formation axée sur la gestion des émotions. Puis, à l'époque, il n'y avait pas de grandes institutions financières qui proposaient ce genre de formation-là. Donc, ça a été comme un fit naturel. Puis, est-ce que ça s'est développé, ce côté-là de la gestion des émotions, dans le sens, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'institutions financières qui offraient ça dans le temps. Oui. Est-ce que maintenant, il y a plus d'institutions financières qui se sont développées pour aborder ce côté-là qui, je sais, qu'on se rend compte qui prend de plus en plus de place dans les décisions d'investissement? Oui, tout à fait, parce qu'on sait que le marché boursier monte à long terme. Mm-hmm. Ce qui est plus difficile, dans le fond, c'est de garder le cap. Puis, tu sais, on a vécu des épisodes un peu dramatiques
que ce soit la crise financière de 2008, on a eu la crise de l'euro en 2010-2012 en Europe. Même la COVID. On a eu la COVID récemment. en 2020. On a eu 2022 qui a été horrible, tant sur le marché obligataire des actions. Donc là, on réalise que c'est important de bien s'autogérer. Puis au moment qu'on se parle aujourd'hui, en mars 2024, bien, on enregistre des nouveaux sommets historiques par rapport au S&P 500, qui est le principal indice de référence. D'ailleurs, j'ai une belle statistique pour toi. Je pense que c'est le 1200e sommet historique qui a été enregistré par le S&P 500 cette semaine. Donc, ça demeure l'importance de demeurer investi. Puis au final, le pire ennemi d'un investisseur, c'est soi-même. Donc, c'est important quand tu es un conseiller en placement ou quand tu es un investisseur autonome, c'est d'auto-gérer ou, dans le fond, permettre à ton client de ne pas se pendre avec sa propre corde, d'où l'importance du comportement humain à la bourse. Parfait. Puis tantôt, tu as abordé là, quand même une couple de fois le savoir puis le savoir-être. Oui. Est-ce que tu pourrais juste comme expliquer un peu, là, c'est quoi la différence entre les deux? Moi, je sais que le savoir puis le savoir-être, il y a une certaine différence entre les deux, mais pour les auditeurs, là, c'est quoi vraiment, qu'est-ce que c'est le savoir puis qu'est-ce que c'est le savoir-être? Le savoir, c'est l'acquisition des connaissances. Ouais. Puis le savoir-être, ça serait l'application de ces connaissances-là. Donc, de savoir quelque chose, oui, c'est important, mais comment de le mettre à profit, de le mettre en exécution, ça l'est encore plus. OK. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un travail qui est plus rationnel versus un travail qui est plus émotionnel. C'est la combinaison des deux. On pense que l'être humain est capable de prendre des décisions qui sont strictement rationnelles. Mhm. Juste le côté logique et raisonnement qui est vraiment, OK, 1 plus 1 égale 2. Il faut comprendre que l'être humain, bien, il y a des émotions qui embarquent. Donc, on a besoin des deux facettes. Émotion, puis aussi au niveau rationnel, c'est la combinaison des deux qui fait que tu prends de bonnes décisions. Donc, le savoir-être, c'est mettre en application ton plan de match qui est établi avec ton savoir. Puis est-ce que tu penses, mettons, que le développement du savoir-être chez toi, il s'est passé un peu quand tu as été comme congédié? Oui. Ouais. Fait que c'est à partir de ce moment-là que tu as pu te rendre compte que c'était important d'avoir aussi le savoir-être parce que tu avais fait toutes ces. Comme tu avais tous les titres, comme tu disais, Oui. tu avais toutes les reconnaissances, mais la gestion des émotions, c'était peut-être un côté que tu avais plus à travailler dans un sens? Oui, bien, à l'époque, j'avais un mentor qui s'appelle Mike Bellafiore de SMB Capital, puis il OK. m'avait dit ton problème, c'est ton état d'esprit. Puis là, il m'a dit tu dois lire un livre, celui de Carol Dweck, qui s'appelle Mindset, qui est dans le fond l'état d'esprit. Donc, comment ça fonctionne? C'est que tu as deux états d'esprit. L'état d'esprit de croissance qu'on appelle growth mindset Mhm. et l'état d'esprit qui est fixe qu'on appelle fixed mindset. Donc, le fixed mindset, c'est quoi? C'est de dire que moi, je suis bon parce que je suis né comme Ouais. ça. C'est acquis. J'ai des talents, puis dans le fond, Tu je peux peux pas rien développer, faire. ouais. C'est ça. Donc, moi, à travers le savoir, je me disais, bien, moi, je suis un gars intelligent, j'ai des talents, j'ai des connaissances, je devrais connaître du succès. Mhm. Donc, le moment où tu ne réussis pas, là, tu viens mettre en doute cette intelligence-là, puis c'est là que tu l'échappes. L'état d'esprit de croissance, le growth mindset, c'est l'inverse. C'est de dire, oui, tu peux avoir une certaine intelligence, des talents, mais tu te développes toujours. Tu es constamment en apprentissage. Et en lisant ce livre-là, j'ai réalisé, écoute, il faut vraiment que je me développe par rapport Ouais. à ça. Parce que pour connaître du succès à la bourse, l'intelligence, ce n'est pas nécessairement un facteur de réussite. Comme disait Warren Buffett, tout ce que ça prend, c'est un quotient intellectuel minimum de 100. Pour le reste des choses, c'est vraiment l'exécution qui tient compte au niveau de ta performance. Donc aujourd'hui, je te dirais qu'en 2024, oui, l'état d'esprit de croissance, c'est important. De penser, de dire que chaque opportunité, c'est un apprentissage, mais il y aurait un autre état d'esprit qu'on appelle un état d'esprit de synergie. OK. Donc, comment ça fonctionne? C'est d'avoir un état d'esprit de croissance, Ouais. le growth mindset, mais de comprendre que dans le fond, ton corps te parle. Ton corps te parle comment? Avec des sensations physiologiques. Et c'est quand tu es comme stressé. Tu as ton cœur qui bat vite, tu as les mains moites. Là, ton corps te lance un signal de dire tu es inquiet par rapport à ta performance, tu es anxieux, tu as le goût de sortir de ta position. Comment tu réagis par rapport à ça? Ouais. Donc, c'est pas juste de dire hey, je vais apprendre de mes apprentissages, c'est de dire écoute ton corps, il te lance des messages et comment tu ajustes dans le fond ta pensée par rapport à ça. Donc, c'est vraiment la communion entre ton état d'esprit, qui est plus entre les deux oreilles, et l'écoute de ton corps. Et là, on parle d'intuition
d'être en communion avec toi-même parce que ton corps te parle pour t'aider à prendre de bonnes décisions. Donc, l'état d'esprit de synergie, c'est la combinaison d'avoir un bon état d'esprit, puis aussi quelqu'un qui est à l'écoute de son corps pour vraiment dire, OK, là, je suis nerveux, je fais un podcast aujourd'hui avec Thomas. Pourquoi je suis nerveux comme ça? Ah, bien, j'ai l'anxiété de performance. Je veux que les gens aiment ça. Je veux que les gens trouvent ça intéressant, qu'ils soient là pendant la demi-heure, par exemple. Donc là, c'est de comprendre c'est quoi le cœur de mon problème, c'est quoi la racine que je vais aller chercher. Et là, tu travailles avec ça. Donc, c'est la même affaire en négociation. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as peur de perdre de l'argent? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas le goût d'avoir une performance qui est décevante? Et c'est de travailler avec ça. Mais le premier signal, Thomas, c'est ton corps qui te lance. C'est lui qui te parle. Mais tous ces signaux-là, là, c'est oui, ton corps qui te l'envoie, mais de base, ça vient de ta tête, là. Dans un sens, tu sais, ton stress, oui, tu as certains signaux physiques qui vont être apparents, mais tout ça part un peu de ton mental, tout ça part de ton, tu sais, de ta tête, non? Bien, je te pose la question suivante. Mettons que tu te promènes dans une ruelle à 3 heures du matin. Ouais. Tu as les casques d'écoute, tu écoutes la musique, puis à un moment donné, je te fais un saut. Comment tu vas réagir? Tu ne vas pas te poser la question de dire, c'est-tu Michel Villa qui me fait un saut? C'est que ton corps va réagir en premier. Tu vas avoir deux réactions. Soit tu me donnes un coup de coude d'en face ou tu pars à courir. Et ça, là, c'est vraiment un système de réponse qui est très connu, qu'on appelle combat ou fuite. OK. C'est le fameux là, flight Or ou fight. fight. Donc, dans un contexte comme ça, c'est vraiment d'une façon de tradition ancestrale. Ça fait des années qu'on a ça. C'est pour vraiment permettre à notre cerveau de survivre. Mhm. Parce que c'est toujours notre premier mandat, c'est vraiment être à l'affût de tout problème qui peut survenir dans notre environnement. Et ton corps, il est là pour t'aider. Donc, cette réaction-là, elle vient bien avant ton aspect rationnel, le côté logique. Donc, quand tu arrives à la bourse, tout le monde dit, OK, tu dois gérer tes émotions, prendre tes pertes rapidement, laisser rouler tes gagnants. Ça, c'est correct parce que quand on se parle, il n'y a pas de stress. Mhm. Il n'y a pas la rondelle qui est mise au centre de la glace, puis on dit, Y a OK, pas un on joue. enjeu, Il n'y a pas ouais. d'enjeu. Mais dès que tu es dans le feu de l'action, là, les émotions embarquent, puis là, ça devient difficile à t'auto-gérer. Donc, c'est pour ça que les réactions physiologiques vont toujours être en avance par rapport à ton côté rationnel. Est-ce que ces réactions-là, par exemple, il y a comme un moyen de les contrôler un peu ou de travailler pour que ça soit moins, tu sais, qu'ils soient moins fortes, qu'ils soient moins intenses, ça, ou pas vraiment? Bien, j'adore parce que souvent, on dit, il faut que tu contrôles tes émotions. Ouais. Tu ne contrôles pas tes émotions. Tu vas les gérer. Mhm. Tu vas travailler avec eux autres. Puis le moment que tu essaies de les supprimer, de dire, ah non, là, ça se passe pas bien là, parce que j'ai une montée là, en moi d'adrénaline, par exemple. Ouais. Bien là, plus que tu essaies, dans le fond, de mettre de la pression, de le supprimer, de le contrôler, qu'est-ce qui va arriver? Ça va exploser. C'est ça, plus fort qu'il va devenir. Donc, il faut vraiment travailler avec ça. Ça commence par de l'acceptation. Et un coup que tu l'acceptes, tu joues avec, tu le mâchouilles, tu le verbalises, parce que c'est démontré que dès que tu exprimes les émotions à haute voix, Mhm. tu réduis la charge émotionnelle d'environ 50 % Donc, quand tu es stressé, juste le fait d'en parler, Ça ça t'aide. diminue un petit peu. Puis comme on dit, le meilleur truc pour diminuer un peu le stress de 50 % c'est d'arrêter d'avoir une pensée catastrophe. C'est de mettre un frein par rapport à ça. Donc, juste de l'accepter, de dire que c'est une réaction normale, puis ton corps, tu es comme content qu'il soit à l'affût de menaces pour, mettons, ta survie. Mhm. Ben, c'est une bonne chose, mais on le transpose dans nos décisions, que ça soit, mettons, de passer un examen à l'université, de mettre en place une transaction à la bourse ou même de faire un podcast en ce moment. Puis là, on a parlé aussi beaucoup, ben, tu sais, tu as parlé du savoir-être, mais du savoir et du savoir-être sur les marchés financiers. Oui, Il y a un autre axe aussi au savoir puis au savoir-être, c'est le développement autant professionnel que personnel. oui. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de cet axe-là, qui est comme plus, moins basé un peu sur les marchés financiers? Oui, écoute, on dit tout le temps que c'est plus important de connaître quelqu'un que d'avoir des connaissances. OK. Donc, souvent, quand on est étudiant à l'université, on est dans un mode réactif. On va sortir de l'université, la job, elle va tomber du ciel. Moi, ce que je te dis, c'est important d'être proactif. Et une bonne façon, c'est de développer de bonnes relations interpersonnelles pour créer des wow.
d'établir un contact humain Pour avec créer les gens. pour créer des quoi? Un wow. Tu sais, dans le OK, fond, ouais, là, de dire Hey, Thomas, il est vraiment spécial. Donc, ça passe vraiment par la connexion humaine. Mmh. Donc, un bel exemple en ce moment, c'est quand je te parle, ça serait de m'efforcer à avoir un contact visuel. Donc, un contact visuel entre 3 et 5 secondes, parce que si je dépasse ça, tu vas trouver ça bizarre, tu vas me trouver intense. Donc, tu tournes autour, les oreilles, front, menton, mais j'essaie d'avoir un contact visuel avec toi. Comme ça, je suis dans le moment présent, Mmh. je ne suis pas distrait à autre chose. Et là, on sent la connexion ensemble. Donc, souvent, quand on parle, 50 du temps, on a un contact visuel. Puis quand on est plus dans le mode écoute, c'est 70. Donc, de développer ce genre d'habileté-là pour rentrer en relation avec les gens, que ce soit dans une activité de réseautage ou une entrevue, c'est super important. Mais on ne l'enseigne pas nécessairement à l'école. Donc, à l'école, on va t'annoncer des programmes pour développer ton savoir, mais le savoir-être, comme comment rentrer en relation avec Ouais. les gens, avec de l'écoute active, le contact visuel, mais ça, c'est quelque chose que j'invite les gens à développer, ces habiletés-là. Puis, petite anecdote, dans les années 90, une des premières formations que j'ai faites à l'extérieur de l'université, c'était un cours de vente avec Roger Saint-Hilaire. Donc, je suis parti dans un séminaire pour justement développer ces habiletés-là relationnelles pour justement créer un wow puis dire Hey, j'ai vraiment eu du fun avec cette personne-là. Puis quand tu sors de l'université, tout le monde a sensiblement le même parcours. Ouais. Des cours de l'implication étudiante. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas te démarquer C'est avec écoute. le contact Ouais. humain? Puis, est-ce que tu es d'accord de dire que le plus que tu te contactes, le mieux c'est? Tu sais, est-ce que, tu sais, même si je connais pas nécessairement très bien la personne, tu sais, j'ai parlé une couple de fois, mais je la connais pareil, est-ce que c'est bien d'avoir un gros réseau de contacts pour ce qui est autant au niveau personnel que professionnel? Oui, ça s'appelle la surface de chance. Tu sais, dans le fond, si tu connais 3 personnes, ça va être beaucoup plus difficile, par exemple, de trouver une job que si tu en connais 500. Mhm. Donc, la surface de chance, c'est d'avoir vraiment un réseau de gens qui est diversifié pour augmenter la probabilité d'avoir une entrevue ou un contact. Donc, c'est pour ça que, par exemple, tu peux être sur Facebook, c'est excellent, mais si tu vas sur LinkedIn, dans un réseau professionnel, et là, tu demandes certaines demandes de connexion à différentes personnes Ouais. de différentes industries, là, tu augmentes, dans le fond, ta surface de chance, et c'est le principe, la loi des grands nombres. Dans le fond, plus que tu as d'occurrences ou de possibilités, meilleures sont les chances d'obtenir quelque chose. Mhm. Donc, je vais donner un exemple. Il y a des lotos qui se font dans le quotidien à travers la planète. Et ça a déjà arrivé que sur 2 semaines consécutives, c'était les mêmes chiffres de loto qui sortaient. Puis là, les gens ils disent ben, ça n'a pas de bon sens, c'est truqué, ça ne fonctionne pas. Mais au final, quand tu penses à toutes les lotos qui ont lieu à travers la planète à tous les jours, ça va arriver 2 occurrences ou que ça va être la même série de chiffres qui vont apparaître. Ça, c'est à cause de quoi? La loi des grands nombres. Donc, plus que tu as d'occurrences, plus t'as que de tu mets la chance. balle en jeu, mettons comme au baseball, meilleures sont des chances pour toi d'obtenir des situations aussi fantastiques que 2 séquences de nombres pareils. Ouais. Donc, il faut que tu te donnes des chances en t'exposant le plus possible. Puis, tu sais, tu as dit de développer ton savoir-être Oui. au niveau interpersonnel. Fait que, d'essayer de développer les connexions, puis pour développer ben, le facteur wow. Oui. Mais, tu sais, moi, j'ai certains amis qui ont plus de difficultés avec ça. J'ai Oui. des amis, tu sais, qu'eux, ils ont de la misère à approcher les gens, puis à venir leur parler, puis à développer certaines connexions, surtout quand là, on parle d'approcher des employeurs ou quand, tu sais, pour une offre de stage, des choses comme ça. Est-ce que tu as des conseils ou des choses à leur dire à ces gens-là, tu sais, qui ont plus de difficultés à approcher les autres personnes? Là? OK, bien, il faut comprendre, tu sais, il y a une différence entre introverti et extroverti. Mhm. Puis, il n'y a pas de mal à être introverti. On a souvent la fausse croyance que c'est juste les extrovertis qui vont se trouver un emploi, mais un introverti, la seule différence qui est vraiment importante, c'est qu'il n'y a peut-être pas autant d'énergie à être dans des soirées, rencontrer des gens. Donc, ils ont une approche qui est différente, mais ils peuvent quand même rentrer en relation avec quelqu'un. Souvent, c'est des gens qui sont capables de rentrer en relation dans un contexte de 1 à 1. OK. Donc, ce que je dis, c'est que, premièrement, ça se travaille. C'est pas quelque chose que nécessairement que tu es pogné à vie puis ça va être, mettons, une faiblesse. C'est juste de trouver un angle qui est différent. Donc, trouve un moyen de communication, d'approche que tu es confortable. Donc, ça peut être un texto,
ça peut être un courriel, quelque chose qui est moins compromettant, mais vas-y avec ça. Puis qu'est-ce qui explique que tu as peur de ça? C'est-tu la peur du rejet, la peur du jugement? Donc, il y a peut-être un petit travail À faire sur toi, d'introspection ouais. à faire par rapport à ça. Puis récemment, j'ai partagé justement un billet qui s'appelait pour démocratiser le faux pot, qui est le Fears of People's Opinion. Donc, des fois, on Ouais, a peur du jugement des autres. As-tu la ouais, chance de le lire? ben, je l'ai vu. OK. Donc, souvent, oui, tu peux être introverti, mais des fois, c'est peut-être une raison de dire Ah, j'ai peur du rejet, j'ai peur que la personne ne me fasse pas de suivi. Il faut penser à la loi des grands nombres, c'est de tendre des perches le plus possible. Donc, je vous invite, dans le fond, à sortir de votre zone de confort en tentant une approche qui vous convient. Puis des fois, peut-être demander à quelqu'un de vous mettre en contact avec cette personne-là, de jouer le rôle intermédiaire, ça peut aider. C'est de prendre la main peut-être pour t'amener vers le contact. Ça pourrait être une belle façon. OK, parfait. Fait que je pense que niveau savoir-être, là, ça fait quand même pas mal le tour, là. Je sais Oui. pas si tu avais d'autres choses à Non, rajouter, c'est bon, peut-être? c'est bon. Là, j'aimerais peut-être qu'on retourne un peu sur ta présentation que tu as faite à l'Alpha du Savoir. Oui, Fait que pour ceux qui ne savent pas, l'Alpha du Savoir, c'est dans le fond notre événement signature à chaque année. Puis c'est une conférence de stock pitch qu'il y a des équipes qui viennent faire des stock pitch dans le fond devant des juges. Puis par la suite, il y a plusieurs conférences par des professionnels du milieu. Donc Michel est venu faire une conférence qui s'appelle Penser différemment. oui. Moi, Michel, personnellement, là, ce que j'ai retenu le plus de la conférence, c'est que il faut pas aller tout le temps dans le même sens que les gens pour ce qui est des investissements ou n'importe quoi dans la vie, parce que c'est pas nécessairement les meilleures décisions que la masse prend, puis c'est pas nécessairement tu sais, la bonne voie à suivre. Fait que ça, c'est comme une des choses que j'ai le plus retenues de cette conférence-là. Mais est-ce que tu aurais d'autres choses à dire aux gens qui ne sont pas allés ou que ça les intéresse un peu de penser différemment? Bien, le point, c'est vraiment de développer ta propre façon de penser. Souvent, dans la vie et même dans les décisions d'investissement, on va faire affaire avec notre ami, Ouais. notre beau-frère, une personne sur Facebook, notre voisin. Puis on est constamment en train de demander l'opinion à quelqu'un d'autre. Comme si on n'est pas capable de trouver la réponse en soi. Donc, c'est vraiment dans une perspective de donner des outils qui sont basés sur des modèles mentaux. Donc, comment ça fonctionne? C'est que souvent, l'étude du comportement humain à la bourse, c'est qu'on va prendre les erreurs passées, qui sont des erreurs de jugement, puis on va essayer de trouver des façons pour les corriger. L'utilisation des modèles mentaux, c'est l'inverse. On va avoir une approche pour éviter les erreurs dans le futur. Donc, les modèles mentaux, c'est un coffre à outils de différents principes qui sont tirés de domaines comme mathématiques, psychologie, biologie. Et ça va t'aider à prendre des décisions dans le futur. Donc, le meilleur exemple, c'est la loi de Pareto, le fameux là, 80-20. Ouais. Tu sais, 20 des rues à Montréal, c'est 80 du trafic. 20 de tes clients, 80 de ton chiffre d'affaires et 20 de tes actions en portefeuille, c'est 80 de la performance. Donc, de comprendre ce genre de modèle-là mathématique appliqué à la bourse t'aide à prendre des bonnes décisions. Donc, ce que tu parlais tantôt, c'est que les mouvements de foule, ça peut être très rassurant d'être avec tout le monde dans une action ou à la bourse parce que c'est réconfortant. C'est le concept de la preuve sociale. Tu sais, quand tu arrives sur Amazon pour acheter un livre, tu vas aller faire quoi? Tu vas aller voir les commentaires, les étoiles. Tu vas dire, ah, ben, il y a un 4 étoiles, les bons commentaires, je vais l'acheter parce que c'est rassurant. Mais à la bourse, de voir que ton entourage en parle, que les médias mettent de l'avant cette action-là, puis qu'en plus, que l'action grimpe, ça vient un peu confirmer. Le problème, c'est que dans des niveaux extrêmes, tu peux avoir un retour vers la moyenne qui est un modèle mental. Donc, quand on est dans les extrêmes, c'est-à-dire quand on voit des couvertures de magazines qui parlent d'un placement, que ça a l'air hot, ou on voit l'inverse, que le marché boursier recule, puis là, on y va avec une manchette sensationnaliste dans les médias, que les marchés boursiers ont un crash, il faut que tu penses à faire l'inverse à cause du concept de retour vers la moyenne. C'est que tôt ou tard, si je prends un ballon, là, puis je le mets dans une piscine, puis je le pousse, à un moment donné, il va vouloir rebondir. Puis c'est le même principe que si je lève mon bras dans les airs, de même, à 90 degrés, il va redescendre. Donc, tôt ou tard, dans des extrêmes, on a un retour vers la moyenne. Donc, de comprendre ce genre de modèle mental-là
t'aide à prendre des bonnes décisions dans le futur. Donc, c'était ça un peu l'objectif de ma présentation. Puis est-ce que tu penses aussi que niveau personnel, c'est bien aussi de se différencier puis de pas suivre la masse? Tu sais, est-ce que je fais bien de tout le temps penser différemment de mes amis, de je sais pas moi, de mes pairs, des Oui. choses comme ça? Je ne sais pas si tu connais l'océan bleu, la stratégie océan bleu. Non, je connais pas. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que, imagine-toi, tu es dans un océan, puis là, il y a plein de requins qui essayent de se nourrir à partir du même bassin de poissons. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'au final, les requins vont s'entretuer entre eux autres, puis on va avoir une marée de sang, puis on va avoir un océan rouge. L'océan bleu, dans le fond, c'est d'être le gros poisson qui, lui, s'alimente des petits poissons. C'est de créer, dans le fond, ton propre marché, ta propre niche. C'est pour ça que Peter Thiel, qui est un entrepreneur, qui était un des premiers investisseurs dans Facebook, qui est Meta aujourd'hui, Mhm. qui disait que la compétition, c'est pour les perdants. Donc, l'objectif, dans le fond, c'est d'être unique. C'est d'avoir ta propre couleur à toi. C'est de créer ton propre océan bleu. Dans le sens que tu es tellement différent, tu as tellement ton approche à toi, qu'il n'y a pas personne qui est pareil comme toi, puis tu deviens comme pas comparable. Puis le meilleur exemple que je vais te donner, c'est le Cirque du Soleil. Dans le temps, les cirques, Ouais. là, je suis plus vieux que toi, là, mais Mais les années c'était 80, là, les cirques, là, les c'était éléphants. les éléphants, les Ouais. animaux, des gens qui jonglent, puis c'était très pour les enfants. Et Mhm. là, le Cirque du Soleil est arrivé dans les années 80 avec une proposition complètement différente. Il n'y a pas d'animaux. On fait ça dans des endroits qui sont super plus luxueux. On met l'accent sur les costumes, sur la trame sonore, et on s'adresse à un auditoire qui est adulte. On C'est- charge un prix qui est beaucoup plus élevé que le cirque passé. Et là, ce que ça fait, c'est que c'est l'océan bleu. Il n'y a personne qui rivalise avec le Cirque du Soleil. Donc, ce que j'invite aujourd'hui, c'est les jeunes, c'est de créer leur propre océan bleu. D'avoir un parcours qui est propre à toi, qui fait que tu es unique en ton genre. Je ne te dis Mhm. pas être le meilleur, c'est d'être unique en ton genre. Et à un moment donné, tu vas avoir un fit avec ce que tu veux faire plus tard. Puis une bonne façon, c'est vraiment d'avoir une approche qui est généraliste au lieu d'être spécialiste. Donc, généraliste, c'est de toucher un peu peu de tout. à tout pour avoir un peu ton parcours. Donc, moi, j'essaye depuis plusieurs années d'avoir cette unicité-là. Puis l'objectif, c'est que tu aimes ou que tu n'aimes pas, c'est pas ça vraiment l'important, c'est vraiment d'aller rejoindre des gens qui vont embarquer dans ton aventure. Donc, je dis toujours à la blague, moi, je suis un ancien copropriétaire de bar. J'ai été même fait là, oui, du trading, mais là, je fais de la formation boursière, mais je me suis intéressé à la méditation. Je suis devenu professeur de méditation avec les débits Ah ouais? méditation. Ouais, je m'intéresse au stoïsme. Là, je fais un peu de sport. C'est d'essayer de toucher un paquet de facettes pour avoir une approche qui est unique en son genre. Mhm. Puis comme je t'ai dit, tu sais, c'est pas une question d'être meilleur ou d'un autre, c'est vraiment d'avoir ta propre couleur à toi, d'être dans ton propre océan bleu. Puis, à part comme avoir une approche généraliste, est-ce que tu aurais d'autres conseils pour des jeunes là, qui veulent se démarquer, qui veulent être différents ou Oui, c'est toujours comme aux échecs, là, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'un bon joueur d'échecs va battre un moins bon joueur? C'est qu'il va toujours être 4 à 5, 6 coups d'avance. Mhm. C'est de savoir un peu, c'est quoi les tendances qui s'en viennent? Qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer? Donc, on parlait juste avant, ensemble, d'avoir un peu les mains sales. Ouais. Tu sais, d'être dans le trafic puis faire des fois des tâches qui sont pas nécessairement le fun, mais que tu Sont démontres nécessaires. un peu là, que tu as du caractère, tu as du chien. Donc, souvent, d'y aller comme ça va te permettre de te développer beaucoup ta résilience, Mhm. le cœur à l'ouvrage, ta persévérance. Et ça va te permettre d'amener ce genre d'unicité-là. Donc, moi, une de mes tâches que je fais, je rédige des lettres financières pour, mettons, des équipes de gestion de portefeuille. Je vais écrire des articles de blog. Et là, on est dans une ère où c'est vraiment plus de vidéos. Hein, on va faire des vidéos, mais on est moins dans l'écriture. Parce que l'écriture, des fois, c'est un peu plus difficile. Donc, moi, je ne dis pas que j'aime beaucoup écrire, mais je trouve ça très difficile de le faire, mais ça me sort de ma zone de confort d'écrire. Donc, j'essaie d'aller dans le trafic avec ce genre de tâche-là qui est difficile, avoir un peu les mains sales. Et ça me permet, dans le fond, de me démarquer. Donc, pour un jeune, c'est commence à quelque part, rentre à un endroit. Tu ne deviendras pas vice-président du jour au lendemain. Même si les tâches au début ont l'air un peu plates, plus administratives, vas-y, aie les mains sales,
développe-toi, puis gravis les échelons en disant qu'est-ce que je peux faire pour vraiment me démarquer dans 1 an ou 2 ans. Donc, quand j'ai fini ma maîtrise en management à l'Université Laval, Ouais. je me souviendrai toujours de mon prof qui m'a dit Hey, t'as pas fini, là. Avant de partir, écris-moi un 5 pages de c'est quoi ton plan de match, ta vision pour les prochaines années. Donc, souvent, on parle de mission, de valeur, d'objectifs au niveau d'entreprise, Mhm. mais on le fait rarement pour nous autres. C'est quoi ton plan de match, Thomas, pour les 5 et 10 prochaines années? Ah, ben là, je vais sortir de l'école, je vais avoir une job, on verra. Et Ouais. d'avoir vraiment un plan de match bien défini. Donc, quand j'avais été propriétaire d'un bar à l'époque, j'avais arrêté l'école pendant 4 ans. Mhm. Puis quand je suis revenu, grâce à ce travail-là qui m'avait fait mon professeur, j'avais vraiment une Une direction. ouais. Et là, j'accumulais, dans le fond, toutes mes accréditations professionnelles pour atteindre cet objectif-là. Mais tant si longtemps que tu ne t'assois pas pour le faire, tu t'en vas un peu là, les yeux fermés dans le brouillard, là. Non, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je peux pas. Moi non plus, je sais pas, mettons, dans 5 ans, précisément, qu'est-ce que je vais faire. Tu sais, est-ce que je vais avoir une maison? Est-ce que je vais. Tu sais, est-ce que je sais, j'ai aucune idée, là. Bien, le but, dans le fond, c'est juste d'avoir une espèce d'alignement Mhm. tout en demeurant flexible parce qu'on s'entend qu'il va y avoir des beaux hasards dans ta vie. Tu vas peut-être vivre même des périodes plus difficiles, de t'ajuster, mais d'avoir comme une ligne de direction. Mais c'est un peu comme un GPS, là. Tu Ouais. places ton GPS, je vais me rendre du point A au point B, mais en sachant que, oups, il y a un petit changement d'itinéraire parce qu'il Être y a du capable de trafic ou t'ajuster. il y a un Ouais. accident. Effectivement, de rester flexible, mais ça prend cette espèce de guide-là Ouais. pour vraiment t'enligner, là. Puis, dans le travail que tu avais fait faire, est-ce que tu avais. Tu sais, est-ce que c'était vraiment précis? Il fallait que tu saches un peu tout ce que tu allais faire ou c'était vraiment plus pour niveau professionnel, niveau personnel? Tu sais, c'était sur quel C'était point un plus peu? professionnel, puis Ouais. c'était genre: «Hein, pourquoi tu me fais ça?» Donc juste de prendre conscience de quelque chose, c'est déjà un bon travail que tu fais. Donc c'était cette réflexion-là de dire: «Écoute, moi, je veux travailler dans le domaine financier. Qu'est-ce que je dois faire comme action pour atteindre cet objectif-là?» Donc c'est comme une espèce de, wake-up call, de dire: «OK, il est sérieux, là». Puis juste le fait de le coucher sur papier, qu'est-ce que ça fait? Ça te fait réaliser Ça certaines fait affaires. réaliser une chose parce que ce que tu as dans ta tête, le fait de coucher sur le papier, tu le structures, Mhm. tu changes tes phrases, tu as davantage de réflexion. Après ça, tu mets ça sur le feu, comme on dit. Tu écris ton texte, tu le laisses respirer un peu 2, 3 jours, tu reviens, tu dis OK, tu changes. Donc, c'est ce processus de réflexion-là. Je trouve des fois, quand on est jeune, on n'a pas la chance de le faire parce qu'on a comme un chemin qui est tout tracé. Ouais. Sors de l'école, trouve un job, puis tu verras. Non, non, on est ailleurs que le tu verras. Tu es capable de dessiner. Puis dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Mais il y a énormément de choses qu'on peut influencer. Mhm. Et ton parcours, ça, tu es capable de l'influencer. Parfait. Là, Michel, là, on va peut-être changer un petit peu la dynamique du Oui. podcast. Fait je vais te poser une couple de petites questions à rafale. Puis je veux que tu me répondes, là, première chose qui vient à l'esprit, OK. là, rapidement. Good. Fait que s'il y avait une chose que tu avais à changer dans ton parcours, qu'est-ce que ça serait? J'aurais voyagé davantage. OK. Est-ce que tu le regrettes, ça? Oui. Mais je suis encore capable de voyager dans le futur, mais pour l'instant, oui, c'est quelque chose que je veux mettre en place pour découvrir d'autres cultures, me reposer, puis de dire, ben, il n'y a pas juste le Québec dans la vie, il y a d'autres choses. Ouais, parfait. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais à tout le monde de lire dans le domaine financier? Oui, La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Morgan Housel, c'est Morgan, Housel. Il a écrit 2 livres, La psychologie de l'argent, qui est vraiment un bon livre parce que, oui, tu as des conseils qui sont vraiment importants pour la gestion de soi, Mhm. mais juste la manière qu'a écrit le livre aussi, là, j'apprends beaucoup parce que c'est beaucoup axé sur le storytelling, l'art de raconter des histoires. Souvent, dans le domaine financier, on est très axé sur les calculs, les faits, les statistiques, le côté rationnel, mais de raconter des bonnes histoires, de bonnes anecdotes, c'est bon. Puis lui, il est passé maître là-dedans, donc moi, c'est une inspiration pour moi. Puis le deuxième livre, ça s'appelle Same as Ever. Donc malheureusement, je n'ai pas la traduction en français, mais c'est le même auteur. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que même si les événements changent au fil du temps, l'être humain demeurera toujours le même. Il fait les mêmes erreurs siècle après Sans siècle. arrêt. Donc, same as ever, c'est que s'il y a un élément qui ne change pas au fil du temps, c'est l'être humain. 2 recommandations de lecture. Parfait. En ce moment, est-ce que tu lis quelque chose? Oui, je lis plusieurs choses. Donc, ce que j'aime, dans le fond, c'est vraiment d'avoir un éventail de différents sujets
pour pouvoir justement rentrer en relation avec les gens. Puis j'écris aussi des articles de blog. Alors moi, j'utilise Audible, Mhm. qui est comme une plateforme audio. Et puis je te dirais que je suis en train de lire, pas lire, mais d'écouter 12 livres différents. Donc, j'y écoute un chapitre, j'en écoute un autre. Donc, je varie énormément. Et là, en ce moment, je suis en train d'écouter un livre sur 1000 hasards de la vie ou faits ou statistiques pour juste développer, dans le fond, mon savoir-être pour le réseautage. De OK. trouver des sujets de discussion. Donc, c'est comme 1000 faits qui sont très drôles que tu peux insérer à Dans l'intérieur une d'une discussion. discussion. Tu sais, comme par exemple, savais-tu que la plus grande probabilité de faire un accident de voiture, c'est dans un rayon de 3 km de chez vous? Je pense que je le savais, Tu le ça. savais, Ouais. ça? Donc, c'est le genre de discussion que tu peux avoir avec quelqu'un. Hey, tu savais-tu que. Donc, je suis en train de lire un livre là-dessus pour vraiment avoir des sujets différents. Donc, on est dans la musique, le cinéma, Mhm. la santé, l'histoire. Donc, ça, c'est le genre de lecture que je fais. Parfait. Puis est-ce que c'est tout le temps des lectures qui sont comme un peu en lien avec la finance puis le savoir-être ou des fois ça va être plus policier, fantastique, des choses comme ça? Je suis vraiment là, dans un concept là, qui est vraiment là, fictif. OK? Il faut vraiment que j'apprenne de quoi. Moi, j'ai jamais vraiment lu un roman. OK. Moi, ma conjointe, elle adore lire des romans pour vraiment là, changer d'idée. Moi, il faut que j'apprenne de quoi. Donc, c'est le concept de pollinisation croisée. Mhm. Donc, c'est le concept de généraliste. Donc, je veux lire un peu, pas du n'importe quoi, mais de différents domaines pour être capable de faire des liens. Comme le modèle mental que je te parlais tantôt, la loi de Ouais. Pareto, mathématiques au domaine boursier. Donc, de ratisser large, ça me permet de créer vraiment une valeur ajoutée pour dire ah ouais, ça, je pense que ça s'applique à la bourse. Donc, pollinisation croisée, c'est vraiment de toucher plein de sujets, puis être capable de faire des liens. Puis par rapport à ça, il y a un auteur d'un livre qui s'appelle Range de David Epstein qui est super bon, puis qui disait que les prix Nobel de sciences, ben il y avait 22 fois plus de chances qu'ils pratiquent un art, comme mettons le théâtre ou l'improvisation ou la peinture. Même si c'était des gens de sciences, il y avait une ouverture à faire d'autres choses et ça les amenait à être plus créatifs, plus inventifs. Donc, de vraiment ratisser large. Parfait. Si tu avais un conseil à donner à un jeune de mon âge à propos de sa vie professionnelle ou personnelle, qu'est-ce que ça serait? Écoute, c'est plonge. Plonge. Tu as envie de voyager, vas-y. Tu as le goût d'envoyer une demande de connexion à quelqu'un sur LinkedIn pour le rencontrer, vas-y. Tu veux aller faire une rencontre virtuelle avec quelqu'un, prendre un café, le connaître, go. Tu veux aller faire un stage, go. C'est vas-y en te pas trop posant trop de questions. Donc, souvent, quand on commence à spinner ça dans la tête, on C'est manque là un peu que de ouais, spontanéité. Donc, je te dirais go, plonge, vas-y. parfait. Sinon, est-ce que tu écoutes des podcasts? Oui, moi, là, j'adore écouter des podcasts. Je vais écouter, mettons, Tim Ferriss. Mhm. Il y a Morgan Housel qui, lui, il a un podcast aussi. Il y a aussi The Animal Spirits. C'est deux gars là, qui font un podcast le mercredi matin sur Spotify qui parlent du marché. Donc, c'est Ben Carson de A Wealth of Common Sense avec Michael Batnick. J'aime aussi What Are Your Thoughts avec The Compound, avec Joshua Brown et Michael Batnick. Ça, c'est le mardi. Donc, j'ai comme une cédule de différents podcasts à écouter. Donc, Tim Ferriss, c'est plus le développement personnel. Mhm. Morgan Housel, c'est plus le comportement humain. Et les autres, avec Ben Carson, Joshua Brown et aussi Michael Batnick, c'est plus la bourse. OK, Donc, c'est vraiment là, de toucher un peu à tout. Là. parfait. Puis, est-ce que tu lis la presse? Est-ce que tu te renseignes sur les nouvelles autant mondiales qu'économiques? Un petit peu. Je fais un survol. Je vais aller sur Cyberpresse, CNN, CNBC, juste pour être en mesure d'être au courant de ce qui se passe. Parce que moi, mon travail, c'est donner des ateliers et des conférences. Donc, c'est important de connecter avec les gens avant les événements et après aussi. Mhm. Donc, c'est toujours bon de savoir que Taylor Swift, ben, elle sort avec le gars des Chiefs de Travis Kansas Kelce. City puis qui ont gagné le Super Bowl. Donc, tu dois être capable d'être au courant de ça. Donc, ça, c'est un autre truc que je donnerais aux jeunes pour avoir de la discussion avec des personnes en réseautage, c'est de tenir au courant de ce qui se passe. Même si tu ne suis pas ça, ben, de savoir que le Canadien de Montréal, ben, il ne fera pas les séries éliminatoires. Parfait. Puis là, tu as parlé un peu des webinaires, là, puis des choses que tu fais Oui, avec Desjardins. Fait qu'on va parler un petit peu de ça, là. Dans le fond, l'offre éducative que tu fais oui. avec Desjardins. Fait que toi, c'est un peu comme tu es venu faire à l'Alpha du Savoir. Fait que tu fais des conférences un peu
autant en présence qu'en ligne, si j'ai bien compris? Oui, on a besoin de faire les deux aujourd'hui, hein. Depuis COVID, là, tu dois être capable d'être en mode virtuel ou en présentiel. Mais on a fait une belle tournée de conférences l'année passée. On était dans quelques villes, puis c'était tellement le fun de connecter avec les gens. Tu sais, on s'ennuyait de ça. Donc, Desjardins Courtage en ligne, ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, on a un accès à une panoplie d'outils financiers pour être investi à la bourse. Ouais. Que ce soit des fonds négociés en bourse, que ce soit des actions d'achat direct. Donc, grâce à la technologie, c'est facile de le faire. Donc, comme je disais, la notion savoir, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce qui devient compliqué, dans le fond, c'est qu'on a toujours de nouveaux produits. Et là, les marchés boursiers, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu la pandémie, l'inflation. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc, on doit mettre en place une structure pour accompagner l'investisseur autonome qui soit en mesure de prendre de bonnes décisions. Donc, Desjardins Courtage en ligne, ce qui est vraiment très cool, c'est que l'éducation financière, c'est une priorité. Donc, eux autres, ils proposent plus de 300 séances de formation en ligne ou en présentiel sur toutes sortes de sujets pour accompagner l'investisseur autonome à travers ça. Et moi, ce que je vais faire aussi, c'est de m'impliquer au niveau du fil de l'actualité, qui est comme un produit qui est vraiment mis à jour pour aller donner de l'information financière. Et moi, dans le temps, j'ai fait des capsules qui s'appellent Café sans filtre, des courtes capsules de 1 à 2 minutes sur différents sujets. Et là, tu as Steve Deschaines, qui est un stratège là-bas, qui, lui, à tous les jours, il fait 3-4 épisodes de balado pour renseigner les gens. Et on a des événements spéciaux, comme par exemple, aujourd'hui, l'enregistrement, le 8 mars, pour la Journée des droits de la femme, il y a un événement. On a présenté, il y a quelque temps, un événement sur les crypto-monnaies, l'élection présidentielle américaine, la Chine. Donc, moi, je suis vraiment impliqué dans ce genre d'événement-là. Puis, il n'y a pas de meilleure place pour apprendre à faible coût, parce que je te dirais que la plupart des formations sont gratuites. Ouais. Donc, c'est vraiment là, très riche au niveau de l'éducation financière. C'est une belle gang qui est dynamique. Ils sont toujours osés pour des projets. Donc, moi, j'adore collaborer avec eux autres. Parfait. Puis, en parlant de collaboration, là aussi, Oui. tu as ici les livres que tu as faits en collaboration avec Desjardins Courtage en ligne. Oui. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de c'est sur quoi ce livre-là? Oui, bien, ça s'appelle Pile et face, combiner raison et émotion pour réussir en bourse. Donc, pile et face, c'est quoi? Bien, sur une pièce de monnaie, tu as le côté pile et face. Ouais. Puis comme on en parle depuis le début, pour connaître le succès à la bourse, ça prend quoi? Savoir et savoir-être. Donc, dans ce livre-là, qui est vraiment accessible pour toute personne, c'est vraiment de parcourir des notions de base pour aller chercher le savoir nécessaire. Puis aussi, il y a une portion plus savoir-être pour aider à la prise de décision. Donc, ça, c'est un projet qu'on a lancé en 2019 avec Desjardins Courtage en ligne. C'est la première fois qu'il y avait une institution financière qui s'accotait avec un auteur pour faire un livre en français sur le comportement humain au Québec. Et grâce à ça, bien, ça aide beaucoup d'investisseurs autonomes, justement, à bien s'autogérer. Puis ça démontre encore l'initiative de Desjardins de pousser vraiment l'éducation financière, d'aider, dans le fond, les gens. Donc, très content de ce super projet-là. Puis là, on va faire un tirage aussi de certaines copies. Oui, donc, dans le fond, là, on va faire tirer 5 livres de Michel à 5 personnes, dans le fond, qui vont commenter sur quand on va publier le podcast sur les réseaux sociaux. Fait que autant sur Facebook que sur Instagram. Donc, les détails, ça va être... on va le faire dans une future publication. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on fait tirer ces 5 livres-là, puis à 5 personnes qui commentent sur les réseaux sociaux. Puis Michel, j'ai une dernière question pour toi. Ben, tu sais, comme là, tu as déjà écrit un livre avec Desjardins Courtage en ligne, est-ce que ça t'intéressait un autre livre? Est-ce que tu es en processus de faire un autre livre? Oui, mais dis-le pas. OK. Une surprise. Non, je l'ai annoncé l'année passée sur les réseaux sociaux. Donc, j'étais en train, dans le fond, de rédiger mon deuxième livre qui va porter justement sur les modèles mentaux, le coffre à outils pour prendre de bonnes décisions. Donc, il y a des annonces qui s'en viennent là, possiblement au début de 2025 pour la sortie du livre. Parfait. Fait que ça fait pas mal le tour du podcast. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été présent. Merci à toi pour l'invitation. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Ça m'a vraiment renseigné sur plusieurs choses. Puis merci à vous, chers auditeurs. Merci aussi à Desjardins Courtage en ligne qui sont nos partenaires pour ce podcast-là. Donc, on se dit à la prochaine.